mots pour présenter Astrid. David l'a fait. Astrid est à la fois psychiatre et épidémiologiste à l'Université de Paris-Cité à la PHP, y compris au sein du laboratoire qu'a fondé Philippe Raveau. Astrid a un ensemble de caractéristiques intéressantes. La première d'entre elles, c'est que c'est un docteur qui n'a pas commencé par des études de médecine, sous son contrôle, qui a fait de l'histoire, rue d'Ulm, et qui puis ensuite a basculé vers le domaine du soin, toujours sous son contrôle. Astrid est spécialiste de la dépression. Elle va notamment lancer dans les toutes prochaines heures sa grande e-cohorte compare dépression autour de ces questions-là, qui sera toujours sous son contrôle, la plus grande e-cohorte au monde, ou peu s'en faut. Voilà. Et puis un tout dernier mot pour dire, je fais de la publicité, elle m'a amené l'ouvrage, mais c'est moi qui fais la pub, pour dire qu'avec un collectif qu'elle a formé autour d'elle, elle a sorti l'année dernière ce petit livre qu'on ne saurait que vous conseiller, qui est En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale, aux éditions de l'Atelier. C'est court, ça se lit bien, même des gens incultes comme moi y arrivent. Et c'est une manière tout à fait intéressante de rentrer dans ces sujets-là. Donc Astrid, grâce te soit rendue. L'idée ce matin, c'était de revenir avec toi sur 2 ou 3 questions. La première d'entre elles, c'est d'essayer de caractériser le moment qu'on traverse aujourd'hui. C'est à la fois un moment d'ébullition technologique, David l'a dit, et on le voit tous très bien. C'est aussi un moment de transition. Nous avons la slide pertinente qui est arrivée. Donc vous reconnaissez désormais Philippe sous les traits d'Astrid. On vit un moment de transition technologique qui est aussi peut-être d'abord un moment à la fois de crise et de transition hospitalière. Et peut-être qu'on peut partir de là pour essayer de caractériser ce qu'on vit aujourd'hui, ce qui nous permettra de comprendre dans quelle mesure le digital peut éventuellement être une réponse. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais beaucoup exemplifier à partir de la psychiatrie, puisque effectivement, c'est mon domaine à la fois dans le soin et en sciences. Et donc, cette transition d'un modèle en fait post-Seconde Guerre mondiale, fondé voilà sur l'État social et qui a été bénéfique probablement pour la nation, est en effet en cours de transition. Concernant la psychiatrie, donc le secteur avait été défini dans les années 60 puis 80. L'idée, c'était d'assurer le soin pour tous, et notamment pour les populations les plus précaires en psychiatrie, en définissant des territoires. Donc au départ, c'était un territoire de psychiatrie qui couvrait 70 000 personnes. Et ces territoires-là n'ont pas été révisés depuis la fin des années 80. Et donc on a par exemple des disparités démographiques qui sont excessivement importantes, avec des territoires du coup qui sont dotés de la même façon que les autres. Or, ils ont affaire à 4 à 5 fois plus de population. Donc on a un problème actuellement de passage à l'échelle dans les soins. Si on veut pouvoir assurer un soin qui soit équitable en fait sur l'ensemble du territoire, il me semble que les outils digitaux peuvent représenter justement cette opportunité de passage à l'échelle. Ils peuvent avoir la capacité de gérer les interséances, notamment par exemple psychiatrie, entre 2 séances avec un psychologue, entre 2 séances avec un psychiatre. Pour l'instant, c'est un temps mort, c'est-à-dire c'est un temps où il n'y a pas de soins. Et actuellement, un délai pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre, c'est en général 6 mois. Entre 2 consultations pour un patient qui est stabilisé, c'est parfois 1 an. En tout cas sur les CMP, les centres médico-psychologiques, donc vraiment l'accès aux soins publics. Et donc l'idée, ce serait d'augmenter les soins actuels avec ces outils digitaux qui permettraient de rajouter du soin en plus dans ces interséances, mais aussi de passer à l'échelle. C'est-à-dire d'assurer des soins qui d'habitude étaient forcément en présentiel, dans des centres de proximité, là de pouvoir les dispenser sur l'ensemble du territoire et à un plus grand nombre de personnes. Et c'est particulièrement important pour la santé mentale. Peut-être pour rebondir sur ça, 2 questions. La première, c'est on vit une situation qui me paraît un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on a construit un système de santé qui était capable, qui était réputé capable de répondre à la demande de soins telle qu'elle existait, qui est effectivement un système qui est organisé aujourd'hui. Je sais le docteur Malka, c'est présent, et dont on a le sentiment que aujourd'hui, il n'arrive plus à répondre à cette demande, et avec une
je pense, différents types de composantes sur lesquelles il est intéressant de s'arrêter. Il y a sans doute de l'évolution démographique, il y a sans doute de l'évolution épidémiologique. Il y a aussi cette difficulté à mobiliser les soignants à l'ampleur du défi. Et je trouve que moi, ce qui me frappe un peu, mais c'est peut-être sommaire, et je te laisserai corriger et élaborer autant que faire se peut, c'est le sentiment que la demande de soins ne cesse de croître à un moment où, de toute façon, on sait que notre capacité à répondre à cette demande, à minima est stable et plutôt en baisse. Oui, en effet, donc il y a effectivement cet argument démographique. Alors l'argument épidémiologique en santé mentale, il est beaucoup plus discutable. Il y a probablement aussi un effet qu'on s'intéresse à la santé mentale et donc on va mesurer en population des taux de troubles anxieux, la prévalence de troubles anxieux, la prévalence des troubles dépressifs, ce qu'on ne faisait pas avant les années 2000. Hein. Donc c'est pas forcément qu'on fait face à une épidémiologie de dépression historique, c'est plutôt qu'on se pose la question et on ramène des chiffres qui auparavant n'existaient pas. Du côté des soignants et de l'offre de soins actuelle, en effet, on est dans une situation où il y a quand même une forme de crise des vocations, notamment en psychiatrie. Cette année, ça a été particulièrement parlant, puisque la psychiatrie a été très peu choisie par les futurs internes. On sait que c'est quasiment 40% des psychiatres qui ont plus de 65 ans, donc ils vont bientôt partir à la retraite dans les 5-6 années à venir. Donc il va falloir faire face à cette demande accrue pour plusieurs raisons, et aussi parce que les gens ont envie de prendre soin de leur santé mentale, considèrent ça maintenant comme un problème de santé, là où avant il y avait d'autres interprétations des mêmes symptômes qui prévalaient. Donc il y a à la fois cette diminution de l'offre de soins sur des registres qui vont avoir du mal à absorber cette nouvelle demande qui émerge. Et ma deuxième question, c'est tu as fait l'hypothèse qu'on fait tous un peu spontanément, qui est de se dire, entre deux rendez-vous physiques ou des consultations, il y a quelque chose à faire. À quoi ça ressemblerait ce quelque chose? Et notamment en psychiatrie. Je trouve qu'on est sur ces sujets-là, on est tous très partagés entre le sentiment que, évidemment, il y a un énorme creux et qu'on doit pouvoir faire quelque chose, avec une question qui est, c'est quoi faire quelque chose d'efficace quand tu n'es pas en face à face avec un docteur? Alors, c'est pas forcément essayer de dupliquer ce qui se fait avec soit le médecin, soit le psychologue. C'est au contraire prolonger le soin. Donc, ça existe en matériel depuis plusieurs années. Ça s'appelle du self-help chez les anglo-saxons. Donc, ça existait au format de cahiers d'exercices, etc. Alors ça, c'est très adapté aux thérapies comportementales et cognitives, hein, qui se prêtent bien à ce genre de format. On fait quoi qu'un cahier comme ça, juste? Quoi? On fait quoi qu'un cahier comme ça? Eh ben, c'est des exercices qui visent à faire de la restructuration cognitive, gérer les pensées dysfonctionnelles, objectiver ses émotions, ses comportements, etc. Acquérir de la réflexivité et acquérir de la flexibilité cognitive, par exemple. Donc voilà, donc ça existait. Et maintenant, il faut arriver à passer ça en digital avec deux problèmes majeurs. Problème numéro 1, à mon avis, c'est ce qu'on appelle l'attrition et l'adhérence aussi à ce type de programme, puisque les essais cliniques qui sont faits sur ce type d'applications qui proposent du contenu de self-help digitalisé, on voit que c'est quasiment 47% de drop-out des patients déprimés. Donc ça veut dire qu'il faut repenser l'ergonomie de ça et qu'il faut absolument prendre en compte la spécificité des troubles psychiques, en particulier pour la dépression, la schizophrénie et les troubles bipolaires, c'est-à-dire il y a un déficit de motivation. Donc si on n'a pas un peu de travail d'ergothérapie quasiment là-dessus, sur comment on crée des outils qui vont pallier ce déficit de motivation qui est un des symptômes corps en fait, de la dépression, on ne va pas arriver à travailler sur l'adhérence. De façon symptomatique, on voit donc, les derniers chiffres de 2022. En France, une étude qui a recensé à peu près 20 000 apps de santé mentale. Les Américains en comptent 10 000 parce qu'ils ont une autre façon de compter ça. C'est à peu près 3 applications qui meurent chaque jour. Donc il y a vraiment cette nécessité en fait, d'arriver à travailler de concert à la fois avec des patients et à la fois avec des professionnels, neuropsychologues, psychiatres, psychothérapeutes qui sont formés à ces troubles cognitifs particuliers pour arriver à générer des dispositifs qui soient effectivement efficients et donc utilisés. Le deuxième problème, c'est qu'effectivement, en France, actuellement, on ne peut pas prescrire ni même recommander en fait, ce type d'application puisqu'elles n'ont pas été validées en tant que soit dispositifs médicaux, soit même thérapie digitale.
Donc nous, en tant que psychiatre, moi j'attends, mais mes collègues aussi, d'avoir en particulier quelque chose à recommander, puisque sinon ça nous place dans des situations où nous n'avons pas forcément testé toutes les applications, nous ne savons pas laquelle est la meilleure, dans quelles indications, parce que les troubles psychiques c'est très hétérogène, on ne va pas forcément prescrire, c'est pas les mêmes besoins pour un patient qui souffre d'un trouble du spectre de la schizophrénie, des patients qui troublent du spectre autistique, voilà, il faut arriver à guider les professionnels sur ces outils. Donc pour cela, il y a effectivement ce label de thérapie digitale qui fonctionne déjà dans d'autres pays, notamment en Europe et en Allemagne. Donc en Allemagne, actuellement, il y a 15 thérapies digitales fondées sur ce type d'application et ce type d'exercice qui existent, dont certains pour la dépression, et qui sont même remboursés. Et c'est intéressant aussi du point de vue de l'assurance maladie, puisque 90 jours de thérapie avec cet outil digital, ça a été évalué à autour de 210 € en Allemagne, là où une consultation avec un psychologue, c'est entre 70 à 150 €. Donc l'idée, c'est pas de remplacer le psychologue, mais c'est que le psychologue puisse aussi s'appuyer sur cette application pour que son patient travaille dans l'interséance, que l'application puisse aussi lui faire des feedbacks à lui sur l'état en milieu écologique du patient et pas seulement sur l'effet blouse blanche quand le patient vient nous voir. Voilà, souvent il nous dit oui, je vais très bien, et si on ne prend pas le temps de bien creuser, il y a plein de choses qui passent à la trappe. Peut-être une question sur ces exemples-là, si tu as la réponse. Tu caractérisais le fait que un certain nombre d'outils digitalisés qui existaient ont un problème d'adhérence des patients. Sur les applis de DTX version allemande, notamment celle côté dépression, ça donne quoi en termes pas d'observance ou d'adhérence? A priori, ils ont passé les fourches codines de l'essai clinique et du remboursement, donc c'est qu'ils avaient des taux de drop-out qui étaient inférieurs ou égaux à ce qu'on peut observer en psychothérapie classique ou sur les antidépresseurs, par exemple, qui sont élevés en psychiatrie. Dans les essais cliniques, on a des taux élevés dans l'adhérence d'une façon générale du fait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les maladies sont banalisées, sont stigmatisées, les patients ont ces troubles cognitifs, donc ça n'aide pas à l'adhérence. Donc l'idée, c'est pas de faire mieux forcément que ce qui existe déjà, mais c'est déjà de ne pas faire moins bien, donc des essais de non-infériorité. Non, mais tout ça, c'est des choses à prendre en compte stratégiquement quand on entame des études cliniques pour démontrer une efficacité. Non, ça marche plutôt, et surtout, en fait, ça se construit, mais exactement de la même façon que l'indication d'une psychothérapie ou d'un traitement médicamenteux, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à cibler les patients qui vont pouvoir suivre ça et pour qui ça va être vraiment game changing dans leurs outcomes de santé. Donc pour ça nécessite de faire des études cliniques, ça nécessite de ne pas présenter l'application comme étant le remède à tous les troubles psychiques, mais bien choisir un segment, bien connaître les spécificités de ces troubles-là et surtout bien identifier les besoins de ces populations et aussi travailler de concert avec les professionnels de santé pour savoir quels sont leurs besoins à eux et pas que ça représente une surcharge de travail. Deux exemples de ça. Donc, j'avais conduit une étude il y a 2 ans maintenant sur les médicaments connectés. Donc, c'était un dispositif qui consistait à ingérer une capsule, un médicament déjà validé et déjà qui son autorisation est sur le marché, mais qui est encapsulé dans un dispositif qui, quand on l'ingère au contact des sucs gastriques, libère un petit signal électrique qui active un patch Bluetooth collé sur le ventre, qui active l'app et qui signale au médecin si le patient a pris effectivement son médicament ou pas. Donc ce dispositif, j'ai fait une étude essentiellement à visée éthique là-dessus pour essayer de soulever un peu les problèmes et les effets adverses que cela pourrait avoir d'un point de vue anthropologique, psychologique et social, comment ça reconfigure la relation patient-médecin, mais surtout en fait n'avait pas été pensé. En fait, moi en tant que médecin, je vois que mon patient ne prend plus le traitement. Qu'est-ce qui peut m'être opposé d'un point de vue médico-légal? Si ce patient passe à l'acte, si ce patient a fait une tentative de suicide, et clairement, dans notre file active actuellement, nous ne sommes pas capables de checker tous les jours si nos 600 patients de la file active ont bien pris leurs médicaments. Donc en fait, il faut penser ces dispositifs comme des interventions complexes, et ça c'est une dénomination qui existe en tant que telle. C'est pas juste prendre un médicament, c'est une chaîne d'intervention. Donc avoir le dispositif, prendre le médicament, avoir un professionnel de santé qui le contrôle. Et donc, il faut penser ça vraiment comme un système et à chaque fois se demander comment ça s'insère
dans un circuit de soins qui est déjà sous tension en fait du côté des professionnels de santé? Et aussi, est-ce que ça ne représente pas un fardeau supplémentaire pour le patient dans la gestion de sa maladie? Je reprends cet exemple de médicaments connectés. Beaucoup de personnes avec qui on a fait une étude représentative en population générale française avec un focus sur les maladies chroniques. Pour beaucoup de personnes, porter un patch Bluetooth quotidiennement, qu'il fallait changer une fois par semaine, ça représentait un préjudice esthétique, potentiellement une marque stigmatisante, etc., qui n'étaient pas prêts à faire ça. Donc vraiment, le développement de l'intervention, il est essentiel en termes d'acceptabilité pour les patients et pour les professionnels de santé. Et pour rebondir sur ce point-là, ça fait partie de mes dadas, mais ça me fascine, c'est de voir à quel point aujourd'hui, dans la construction d'un certain nombre de produits qui arrivent, il y a une attention croissante à ce que pensent ou à ce qu'attendent ou demandent les professionnels de santé. On y revient dans 2 secondes. Mais il y a aussi, pour l'instant, une absence d'attention à ce que peuvent vouloir les patients. Quand même, la santé, c'est quand même le seul univers où la question du client ou de l'usager final, pour le dire comme ça, du patient, bien sûr, et peut ne pas être posée. C'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ça reste quand même très frappant. On s'intéresse aux prescripteurs, on s'intéresse à la légitimation médicale pour de très bonnes raisons, mais cette question-là n'est pas posée. Peut-être un mot sur ce que tu disais sur le point de savoir. Je retiens 2 choses dans ce que tu as dit à l'instant. Par définition, une application, un outil technologique va s'insérer dans un continuum de soins organisé qui est un continuum complexe. Je pense qu'on le sait tous ici, mais une prise en charge médicale, c'est quelque chose qui est structuré, compliqué, et donc c'est intégrer un maillon dans une chaîne. Et donc 2, si l'intégration du nouveau maillon contribue à devoir redesigner la chaîne, on a évidemment rapidement un sujet. Ça participe à la diffusion compliquée de ces outils-là. Et donc l'impact sur les organisations, l'impact sur les personnes est évidemment crucial. Comment tu vois cette question, toi, à la fois de l'impact des solutions et à contrario, comment tu vois le service effectif que pourrait rendre le digital pour des soignants qui, par ailleurs, portent toute la journée, avec raison, un besoin d'allègement de la charge qui passe sur eux? Je pense que s'il y a une co-construction à partir de services hospitaliers, si c'est à destination d'une population clinique hospitalière, qui est vraiment très différente des populations cliniques de ville, donc partir en co-construction avec à la fois des professionnels de santé, mais aussi des patients experts tels que ça existe maintenant, des médiateurs de santé pairs, enfin voilà, il y a tout un tas de nouvelles professions autour de l'expertise patient. Je pense que là, on part avec de meilleures chances de réussite. Et ce que j'ai pu voir, par exemple, c'est des gens qui viennent de la tech, parce que je travaille avec Nicolas à l'Hôtel Dieu, donc à côté de Biolabs, donc on voit souvent passer des startups, notamment en santé mentale, qui viennent de me demander des conseils. Donc parfois, ils proposent des solutions qui sont techniquement géniales, mais pour des problèmes qui n'en sont en réalité pas. Donc là, on me proposait de prédire un score sur une échelle de dépression à partir d'un enregistrement vocal. Alors que passer l'échelle de dépression, en soi, ça prend 2 minutes. Donc et en plus, moi, je trouve que l'échelle, au moins, elle a le bénéfice d'amener le patient à une forme de réflexivité sur sa symptomatologie et permet d'avoir du coup une discussion de base avec le patient. Bon, là, vous avez coché ça, ça veut dire quoi? Alors que si c'est un enregistrement passif de sa voix, voilà, il n'y a pas de sujet vraiment de discussion sur sa prosodie ou même son registre lexical, quoi. Donc, par contre, donc je leur ai dit, maintenant, vous allez faire de l'observation dans un service hospitalier. Vous entendez ce que les professionnels de santé peuvent avoir comme besoin. Vous regardez qui sont ces patients vraiment. Est-ce qu'ils seront capables d'utiliser un outil pareil? Et à partir de là, vous pouvez générer des solutions. Donc il y a des... voilà, je donne cet exemple, je ne sais pas si je dois le donner, mais aux Mines de Paris, il y a cette initiative qu'on fait avec des élèves normaliens et des Mines de Paris, où en fait, ils vont en stage d'observation dans un stage hospitalier qui a demandé d'avoir des élèves ingénieurs dans leur service, qui ont des problèmes très... quotidiens, mais qui vont vraiment transformer à la fois le quotidien des soignants et le quotidien des patients. Et ces élèves, en 1 an, développent une solution technique et qui, après, en fait, transforme vraiment... Enfin, c'est un programme qui existe depuis 5-6 ans, qui est vraiment très, très successful.
Donc voilà, partir en co-construction, c'est la base. C'est ce qu'on fait en recherche maintenant aussi, pour avoir des sujets de recherche qui répondent à des questions de recherche qui sont utiles et avoir plus d'impact en fait sur ce qu'on peut faire. Et je finirai par là, parce que je vois un peu d'agitation à ma droite. Je finirai par finir en disant juste, enfin, pour le coup, c'est pas un psychiatre historien, mais c'est un matheux économiste qui un jour, qui est beaucoup plus intelligent que moi, et qui un jour m'a dit, enfin, une innovation, enfin, la définition de l'innovation, c'est pas quelque chose qui vous permet de faire différemment ce que vous faites déjà et passer sa vie à appréhender l'arrivée de la technologie comme étant quelque chose qui va permettre de, y compris la vision de digitaliser. Ça, c'est juste le début de l'histoire. Le vrai sujet marrant, c'est qu'est-ce qu'on va faire qu'on faisait pas déjà. Et c'est un peu la question. Oui, c'est ça. Et deuxièmement, s'astreindre à être validé comme thérapie digitale ou dispositif médical, parce que c'est vraiment là ensuite que ça pourra être intégré dans le soin, pourra être suivi par les professionnels de santé et pourra être suivi par les patients. Franchement, il faut s'inspirer de ce qu'a fait l'industrie pharmaceutique sur aussi, par exemple en chirurgie, pour prendre des dispositifs qui sont non médicamenteux aussi. Il y a la personne qui vend l'outil, qui vient au bloc, il nous montre comment on fait, et donc du coup on apprend par geste à faire avec, et c'est comme ça qu'on se rend compte si ça aide ou pas au quotidien notre travail de soignant et bien sûr évidemment avant tout les patients. Voilà, merci infiniment Astrid.